Ok, donc l'enregistrement a commencé. Donc, bonjour à tous, bienvenue je sais pas, à la vidéo. La vidéo. Ok, donc, bonjour à tous, bienvenue à la semaine de la business analyse organisée par IIBA Côte d'Ivoire Chapter. Donc, je suis Abidé Nadeji Akpa, présidente de la communauté de business analyst de Côte d'Ivoire, créée en 2019 et qui a été reconnu chapitre IIBA Global en janvier 2021. Donc, pour la petite histoire, IIBA, c'est l'Institut international de la business analyse, ou en anglais International Institute of Business Analysis, qui a été fondé en octobre 2003 à Toronto, au Canada, afin de soutenir la communauté de business analysts. Et ce, en créant et en développant la prise de conscience et la reconnaissance de la valeur de la contribution du business analyst, en définissant le business analysis body of knowledge, qui est le babok, la Bible de la business analyse, en fournissant un forum de contribution et de partage de connaissances à la profession de business analyst et en reconnaissant publiquement et en certifiant les professionnels qualifiés par le biais d'un programme de certification reconnu à l'échelle mondiale. Et nous, en tant que chapitre local, en tant que chapitre de Côte d'Ivoire, nous avons pour mission de faire la promotion du métier de business analyst à travers différentes activités, dont la semaine de la business analyse à laquelle vous prenez part aujourd'hui, à travers des communications sur les réseaux sociaux pour parler du métier, c'est quoi un business analyst, des outils à utiliser, c'est quoi le plan de développement de carrière d'un business analyst. Et nous le faisons sur LinkedIn, Facebook, Twitter pour le moment. Et aussi, nous organisons des séances de formation que nous appelons communément les stages du groupe, dont nous avons l'une des directrices qui est avec nous, celle du chapitre de Montréal, qui est médiatrice. Et donc, vu que nous avons commencé nos activités il n'y a pas longtemps, on n'est pas très connus, mais nous sommes toujours sur l'élan. Donc, voilà un peu pour ce qui est du chapitre de Côte d'Ivoire. Et à l'occasion de la Global Business Analysis Day qui se tient tous les 1er novembre dans le monde, c'est une journée instituée par l'IBA. Donc, nous n'avons pas voulu être déconnectés pour cette année. Du coup, nous avons décidé d'organiser la semaine de la Business Analysis qui se tient du 27 octobre aujourd'hui au 29 octobre vendredi. Et donc, nous avons voulu marquer cet événement, comme je le dis, par la semaine de la business analyse. Et au programme, nous avons 3 webinaires dont le tout premier s'articule autour du thème « Découverte du métier de business analyst, enjeux et perspectives ». Et pour animer cette conférence, nous avons ou nous recevons une grande dame qui a bien voulu dégager son emploi du temps pour nous faire part de la jeunesse de la business analyse. Madame Médiatrice Ouimpoué, directrice principale à la Banque nationale du Canada, BNC, elle est titulaire d'une maîtrise en génie industriel et d'un baccalauréat en informatique de gestion. Médiatrice Ouimpoué, elle cumule à elle seule plus de 20 années d'expérience en technologie de l'information. Elle est aussi certifiée CIBAP, qui est le plus haut niveau de certification de l'IIBA. Et elle est très impliquée dans la communauté des analystes d'affaires, ou si vous voulez, la communauté des business analysts du chapitre de Montréal. Elle a siégé au conseil d'administration de IIBA chapitre de Montréal de 1997 à 2020 comme directrice du groupe d'études qu'elle a cofondé avec ses collègues. Donc, vous comprenez pourquoi je dis nous avons une grande dame aujourd'hui avec nous. Et en plus de son parcours, elle fait du coaching et du mentorat à tous les business analysts qui la côtoient.
Donc, nous sommes très chanceux aujourd'hui. Bonjour, médiatrice, et bienvenue. Vous avez la parole. Bonjour Nadège, merci mon Dieu, quel accueil. Je vais monter les épaules aujourd'hui, bref. Mais bonjour tout le monde. Avant de commencer, je ne peux pas voir, mais on a combien d'invités Nadine? Nadège? Pourquoi je t'appelle Nadine? Je regarde. Mais pendant que tu regardes, en même temps, essaie de me laisser présenter. OK. OK. Je vais y aller. C'est bon. Vous me direz quand vous verrez mon écran. C'est bon? Donc, bonjour tout le monde. Nadège vous nous dira tantôt combien on est aujourd'hui. On m'a approché pour vous parler du découverte du métier d'analyste d'affaires. Et il y avait le titre enjeu et perspective, mais j'ai tweaké un peu. C'est vrai, je vais vous parler de la découverte du métier d'analyste d'affaires, mais en même temps, j'aimerais plus focuser sur aussi les trucs et astuces, comment on fait pour y exceller, comment on fait pour y rester. Avant de commencer, Nadège vous a dit que j'ai une maîtrise en génie et un bac en informatique, mais je vais plus aujourd'hui parler du métier d'analyste d'affaires. Je ne vais pas parler de mon parcours personnel, je vais parler plus de mon parcours comme analyste d'affaires. Et comme vous voyez sur la page ici, ce que j'ai mis, je ne vais pas parler de théorie. Tout le monde est capable de lire, l'information est partout, il y a le Babok, il y a les informations partout. Je vais plus partager avec vous mon expérience. Est-ce que ça vous va comme ça? N'hésitez pas, je veux que ça soit... il ne faut pas que ça soit monotone, il faut que ça soit interactif. Si vous avez des questions à un sujet ou à une page donnée, arrêtez-moi, posez-moi des questions. Je vais plus parler du vécu. La théorie, on va la mettre de côté. J'ai vu qu'il y a un collègue ou un autre analyste qui va vous parler du Babok. Je ne vais pas encore rentrer dans la théorie aujourd'hui, c'est vraiment de la pratique. Donc, sans souci, on vous suit. Avant de commencer, je sais qu'en Afrique, il fait bon, il y a des fleurs, il y a tout, il y a des papillons. Savez-vous d'où viennent les papillons? Oui, non. On va regarder une petite vidéo d'1 minute maximum. Si ça dépasse 1 minute, on l'arrête. Vous vous demandez pourquoi je vous montre cette vidéo. Ceux qui ne le savaient pas, voyez-vous que ça commence par une chenille. On croise une chenille, on ne peut pas s'imaginer que dans quelques jours, elle va devenir un papillon. Au fait, ça ressemble à mon métier d'analyste d'affaires. Il y a plusieurs façons. C'est les autres métiers, souvent, on va à l'école, on apprend quelque chose, et là, boum, on devient analyste d'affaires. Moi, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ou on apprend un métier, quelque chose, je donne un exemple, un comptable. Il ne faut pas prendre que je critique le comptable ou quoi que ce soit, c'est un exemple. Ça s'apprend à l'école, puis on va dans une compagnie, on pratique le métier. Moi, comment j'ai découvert le métier d'analyste d'affaires? Quand j'ai fini mon bac en informatique, c'est dans les années 2000, c'était à l'époque de la programmation. L'informatique était partout. Et là, j'ai commencé à travailler dans une compagnie de météo. C'est en informatique, toujours, on développait. Mais avant de faire le bac en informatique, à l'époque, quand j'étais en Afrique, j'avais étudié en maths physique. C'était un autre domaine carrément.
Donc, la logique a été toujours pour moi quelque chose qui était facile. Dans mon emploi, j'avais les collègues qui étaient bons en programmation. Vraiment, là, on nous donnait à programmer, ils étaient rapides. Mais moi, j'étais fort dans ma logique, dans tout ce qui est, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est supposé faire, qu'est-ce qui nous manque. Et la plupart du temps, quand les gens étaient bloqués, je ne dis pas que mes collègues n'étaient pas bons, c'est pas ça, on s'entraidait. Mais moi, ma force, c'était de voir, OK, dans la logique, à quoi on veut répondre? Pourquoi on n'a pas telle info? Mais là, je parlais de mes collègues, programmeurs ou analystes. Moi, j'étais analyste à l'époque. Donc, et ils venaient me dire, ah, médiatrice, mon programme ne marche pas, puis on regardait. Moi, je regardais la logique parce que le technique n'était pas mon fort. Donc, dans ma logique, je disais, ah, ici, il nous manque ci. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je travaille pour une compagnie de météo. Et on s'entend que la météo, c'est un domaine, tu ne peux pas utiliser la donnée d'hier, ni la donnée de demain, c'est en temps réel. Si on parlait de la météo d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On ne peut même pas la remplacer. Tu ne peux pas dire qu'il pleut, dehors on le voit qu'il fait beau. Et s'il fait beau, il fait 15, tu ne peux pas dire qu'il fait 2. Donc, c'est un domaine très, très sensible. Et à l'époque, nos clients, comme je vous dis, c'est les gens internes, c'est les gens qui travaillent à la télé ou c'est les compagnies qui ont des centres de ski ou de golf. Et là, j'ai développé cette force de poser des questions à mes collègues pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, ils venaient me voir et me disaient, ah, peux-tu m'aider en programmation? Il y en a qui disaient déboguer ou telle chose ne marche pas. Et ça a commencé comme ça. On dirait que mon emploi du temps s'est divisé en deux. 50%, c'était pour aider mes collègues, pas à finaliser ce qu'ils sont, essayer de comprendre ou d'aller voir les équipes qu'ils avaient contactées en disant, OK, à la télé, vous voulez la météo X, mais nous, on a un problème et le système sur le web n'est pas le même qu'ici. J'ai commencé à le questionner. Je me suis retrouvée avec les clients internes, mais je ne m'appelle pas analyste d'affaires et ce que je faisais, ce n'était pas le rôle d'analyste d'affaires. 5 ans plus tard, je pense, je voulais changer le travail pour des raisons personnelles. Et là, je me lançais en consultation. En allant en consultation, j'ai été passer une entrevue dans une agence de placement. Et là, ils me posaient des questions sur ce que je sais faire, ce que j'aime, ce que je fais au quotidien. Mais moi, je ne parlais même pas de programmation. J'étais passionnée par, j'essaie de comprendre ce que le client veut, j'essaie de comprendre ce que l'équipe de télé veut, pourquoi le centre de ski n'a pas eu la bonne donnée. Et là, une des personnes qui m'interviewait, il me regarde, il me dit, ça vous a jamais intéressé le métier d'analyste d'affaires? J'étais là, je dis, hein? Oui, parce qu'on a beaucoup de demandes dans le métier d'analyste d'affaires et on pense que vous êtes la bonne candidate. Écoute, je venais d'apprendre le mot. Moi, j'étais analyste système, appelle-moi comme vous voulez, analyste. Mais ils ont remarqué que ce qui m'a passionné, parce que quand j'en parlais, ce que je fais, j'étais loin de parler de programmation des systèmes. J'étais plus, quand le client n'a pas ce qu'il veut, c'est pas bon, c'est pas à nous les programmeurs de déterminer qu'est-ce qu'il veut, c'est pas aux analystes de trouver la solution. Et là, de fil en aiguille, de ma passion, je sais pas quoi, c'est cette compagnie-là qui ont détecté en moi que j'étais un analyste d'affaires. Et là, devinez quoi? Ils m'ont proposé un poste d'analyste d'affaires, donc ils m'ont placé dans une compagnie, autre que la compagnie pour laquelle je travaille, comme analyste d'affaires. Et là, de fil en aiguille, ça a déboulé. J'ai changé de compagnie à ce moment-là. Donc, à l'époque, j'étais dans une compagnie de météo au début. C'est là où je faisais tout ça sans le savoir. Après, j'ai travaillé dans une compagnie qui touchait l'aérien. On faisait des points de récompense, les Air Miles, je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc, c'est les Air Miles qui étaient liés aux réservations des billets d'avion. Là aussi, j'étais analyste d'affaires. En même temps, j'étais lead des analystes fonctionnels. Ça tombait bien parce que mon background, c'est en programmation et je me retrouvais facilement. Après, j'ai travaillé pour le gouvernement fédéral du Canada du côté des assurances. J'étais analyste de programme, plus analyste d'affaires, mais au niveau programme. J'ai travaillé aussi pour une compagnie de génie conseil en construction des ponts, c'est une compagnie internationale. Je travaille avec les ingénieurs pour déterminer les besoins des clients en termes de construction, des employés, de santé, sécurité au travail, toutes sortes de domaines. Et là, depuis 9 ans, je suis dans le domaine bancaire.
Mais dans le domaine bancaire aussi, il y a plusieurs départements. Il y a le département d'investissement, il y a le département de particuliers. Là, on utilise les chèques au quotidien. Tout ça pour vous dire que dans mon métier d'analyste d'affaires, je l'ai appliqué à plusieurs façons, à plusieurs endroits, à plusieurs domaines. Mais ma découverte, ce qui est important, ma découverte, c'est arrivé intuitivement. Je sais que parmi vous, il y en a qui se disent, OK, qu'est-ce que je vais faire? Comment devenir analyste d'affaires? Il y a plusieurs façons. Il y en a qui le voient les autres faire, ils deviennent passionnés. Puis là, ils posent des questions, ils s'intéressent. Il y en a qui commencent en étant les SMI, les subject matter experts. C'est comme tu es dans un domaine, dans les opérations par exemple, tu maîtrises tellement le métier d'opération que quand les analystes font le projet ou l'équipe de développement, ils sont obligés de te consulter. Ah, comment on fait telle affaire? Comment telle transaction se passe? À quel moment on envoie tel fichier? Là, vous êtes le SMI, c'est à vous de répondre le fonctionnement du processus actuel. Et ces gens-là, souvent, ils deviennent analystes d'affaires aussi. C'est ce que j'ai remarqué dans ma carrière. Pourquoi? Parce qu'ils finissent par maîtriser le processus, mais ils voient par défaut aussi ce qui manque. Donc, ils savent par défaut comment ils vont améliorer ce processus. C'est que je coach ou que je côtoie, je dis toujours, faites attention parce que souvent, on a tendance à améliorer juste ce qu'on connaît. Il faut aller au-delà de ce qu'on maîtrise. Il y en a d'autres, aujourd'hui, c'est le métier qui est rendu très en demande, très connu et qui est toujours dans le besoin, ce qui fait qu'il y a des universités, il y a des écoles, il y a des centres qui commencent à former les gens, vraiment là, former pour le métier d'analyste d'affaires. Mais ça n'existait pas avant. C'était vraiment les gens qui faisaient quelque chose, puis là, ils finissaient par le devenir. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, je n'ai pas de questions, mais je veux juste appuyer ce que tu viens de dire, parce qu'en effet, les formations, maintenant, elles existent. Et moi, j'ai un master spécialisé en business analysis. Donc, juste pour confirmer qu'aujourd'hui, oui, il y a des formations. Et si on veut se former vraiment au métier d'analyste d'affaires ou de business analyst, il y a des écoles qui sont reconnues pour ça. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont suivi des formations d'analyste d'affaires? Charles Counot, je me permets de prendre la parole. En tout cas, moi, je n'ai pas suivi de formation particulière en business analysis. Je suis fait un master en audit du contrôle de gestion. Je pense que c'est juste les métiers que j'ai embrassés au niveau des entités dans lesquelles j'ai eu à être qui m'ont mis dans ce bain. Okay. Je dirais que je ferais pareil comme vous. Quoi. Parfait. On peut continuer s'il n'y a pas d'autres questions. C'est sûr que dans ce métier, n'oubliez pas, ici, je vous parlais de mon expérience. Ce que moi, je peux dire que c'est un avantage ou un enjeu. Je n'aime pas ça vraiment inconvénient parce que c'est jamais un inconvénient. On apprend toujours des choses. C'est basé à moi, à ma personnalité, à mes capacités, à des choses comme ça. Ce qui peut être un enjeu pour moi peut être un avantage pour l'autre. Ça dépend qu'est-ce que la personne aime dedans. Moi, je vais vous parler de ce que j'aime de ce métier et ce que j'ai trouvé comme enjeu durant ma carrière. Ce que j'aime du métier d'analyste d'affaires, c'est l'apprentissage continu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les départements, ceux qui le font présentement, on change de projet en projet ou de compagnie à compagnie. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un projet, on a besoin d'un analyste d'affaires. J'imagine, il y a un projet du côté comptabilité, on envoie un analyste d'affaires. On s'entend que si tu es un analyste d'affaires, tu fais 3 mois, 4 mois, tu as la chance de parler à plusieurs personnes. Tu parles au client, à la personne qui paye, à la personne qui utilise le système ou qui va l'utiliser, au SMIS, celui je disais qui va vous donner toute l'information, à l'équipe de projet, aux gens qui font les tests. Dans moins de 3 mois, tu as l'information qu'aucun de ces équipes n'a pas en termes du moins du produit autour où vous allez développer. Donc, après 1 an ou 6 mois, peu importe, si tu changes le domaine, tu vas maintenant faire un projet côté investissement ou côté opération. Dans 3 ans, tu as l'information de tous ces départements, contrairement à une personne qui est dans le même département.
c'est sûr que tu ne maîtrises pas en détail comme quelqu'un qui est. Tu n'es pas un spécialiste, tu n'es pas un expert, mais tu connais tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez changer d'un département à l'autre ou d'un métier à l'autre, c'est très facile dans le sens où au moins vous avez une idée de qu'est-ce qui se passe là-bas. Je ne dis pas que c'est facile de faire le travail, non. Mais au moins, vous savez, si vous avez l'occasion de vivre plusieurs expériences dans la même compagnie versus vos collègues. L'autre, c'est indépendant du domaine, comme je le dis, du département à l'autre. Et si on revient un peu à ma part, ici, là, oups. Regardez les domaines dans lesquels j'ai travaillé. Ils n'ont rien à voir un par rapport à l'autre. Mais ça a toujours été, je me suis toujours plaît. C'est pas comme, ça, les assurances, c'est compliqué à apprendre parce que le métier d'analyste d'affaires reste indépendant. C'est des skills, c'est des aptitudes, c'est des compétences que la personne a. Et là, vous pouvez les appliquer à n'importe quel domaine. Vous êtes un analyste d'affaires, vous êtes un analyste d'affaires. Dans le domaine médical, vous allez à l'hôpital, ils veulent changer un système X. Vous pouvez être capable de suivre. Vous devez même comme analyste d'affaires. Après, vous changez le domaine parce que si vous avez les outils, si vous avez les moyens comme analyste d'affaires, vous allez toujours être capable de jongler dans le domaine, de jongler dans le département, de jongler dans la compagnie. Et vous allez toujours y sortir en ayant des informations ou les compétences ou les connaissances. Ça ne fait pas de vous cet expert de cette compagnie de génie conseil, mais vous sortez en sachant comment ça fonctionne dans le génie conseil. Parce que vous avez eu l'occasion de toucher les processus, de les améliorer, de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Des fois, les gens qui sont là, qui utilisent le même processus, ils ne voient pas où est l'enjeu. Mais vous venez avec la chance de l'observer. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui regarde des matchs. Je sais qu'en Afrique, on aime le soccer. On appelle ça le football en Afrique, ouais. C'est quand on regarde des matchs, c'est plus facile tous de s'asseoir devant la télé. C'est ça, de dire, lui, là, le gardien, il faut le changer, il n'est pas bon, lui, il faut le changer. C'est facile, on est assis dans nos estrades, on regarde. Donc, on a cette occasion de regarder les choses que les autres font avec un œil d'un spectateur et de voir par défaut où se trouvent les failles ou les gaps. Donc, un analyste d'affaires, il a cet avantage de prendre le processus d'une compagnie, de le décortiquer, de dire ça, on peut l'améliorer. Alors que des fois, quelqu'un qui est là, lui, il vit un bout d'un processus, il ne voit pas l'ensemble. Finalement, vous y sortez en ayant une vue plus globale et même en maîtrisant l'ensemble que certains individus. Donc, puis l'autre élément, c'est les réalisations. Il n'y a rien de mieux que quand vous commencez un projet avec un client, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, vous essayez de l'aider, vous comprenez le besoin, puis boum, je prends l'exemple simple d'un processus, et là, ça s'améliore et on voit le résultat tangible. Moi, je trouve que c'est une satisfaction, je ne dirais pas personnelle, c'est de l'équipe, ça n'appartient pas à l'analyste d'affaires tout seul, il y a l'équipe qui le réalise, il y a l'équipe de projet dépendamment, mais au moins on voit le résultat et on peut voir plusieurs résultats dans la compagnie, dans une vie ou peu importe. Ici, j'ai mis un point TI versus non TI. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types d'analystes d'affaires. Il y en a qui sont TI, qui ont un background TI. Oui. Donc, tu me permets, TI, c'est technologie de l'information. Technologie de l'information, excuse-moi. Ça, c'est un mauvais analyste d'affaires. J'assume que vous savez alors. Ce que je vais dire par ici, il faut pas être coincé par « Ah, moi, je ne suis pas informaticien, s'il y a un projet dans le domaine informatique, comment je m'y prends ?» Rappelez-vous, l'informatique, oui, l'analyste d'affaires est venue en même temps qu'avec l'informatique, même si vous n'êtes pas informaticien de formation et qu'il y a un projet ou une opportunité qui se présente dans une équipe informatique, il ne faut pas être coincé. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas vous qui allez coder. Vous allez juste être un analyste d'affaires. Il va vous expliquer. On va changer un système. Je vais prendre un exemple basique. Un système qui faisait l'addition, puis on va lui ajouter la multiplication. La personne qui est en informatique, il va coder. Mais vous, comme analyste d'affaires, il ne faut pas que vous soyez bloqué par « Ah, c'est dans le département d'informatique ». Et ça, peu importe que c'est dans l'informatique ou pas, il y a toujours un business en arrière.
il y a toujours un produit en arrière. L'informaticien, lui, tout seul, là, il ne peut pas inventer quelque chose, à moins que ça soit dans la recherche et développement, ça c'est autre chose. Et là, on ne prendra pas un analyste d'affaires. Mais peu importe ce que l'informaticien fait, c'est toujours un système de la banque. Quand vous retirez l'argent au guichet, ou de la comptabilité qui va imprimer les tarots de paye, il y a toujours un produit en arrière. Donc, vous, comme analyste d'affaires, il y a toujours du travail, il y a toujours quelque chose à faire. Ne soyez pas bloqué par c'est dans quel domaine, c'est dans quel département. Parce que si vous enlevez le mot technique, vous allez voir qu'il y a toujours un produit en arrière. Moi, ce que je trouve comme enjeu, c'est qu'on n'a pas ou beaucoup de gestionnaires. Je m'explique. Dans les grandes compagnies ou dans la consultation, peu importe, quand vous êtes un analyste d'affaires, vous avez un gestionnaire de ressources humaines. Lui, il va vous dire, OK, ce n'est pas pour lui que vous allez travailler 100%, non. Il va vous placer dans les départements des projets. Et là, votre gestionnaire, à la fin de l'année, celui qui est exposé, vous coachez, vous accompagnez, sauf que vous vivez 99% de votre temps avec l'équipe de projet. Donc, souvent, si les projets changent souvent, c'est difficile de votre évolution parce que votre gestionnaire ne vous voit pas, l'équipe, vous ne restez pas avec longtemps. Donc, il faut se chercher, il faut être créatif. Oui, il faut être créatif pour évoluer. Sinon, ce n'est pas comme si, imaginez, vous êtes une personne du côté, je ne sais pas moi, comptabilité, je reprends encore cet exemple. Vous travaillez toujours avec le même gestionnaire. Il va pouvoir voir, OK, médiatrice est bon dans ça, voici ses forces, voici ses faiblesses, voici comment je peux l'aider à évoluer. Mais si votre gestionnaire ne vous voit pas parce que vous êtes avec une équipe de projet, lui, il va se fier à ce que l'équipe de projet va vous dire, va lui dire. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Donc, mais souvent, les équipes de projet, comme analyste d'affaires, quand vous arrivez, vous avez des perceptions à gérer. Il y en a des équipes, ils ont leur façon de faire. Ils utilisent les fichiers. Tous les jours, ils impriment les fichiers ou ils se partagent les fichiers. Et vous, vous dites, ah, on va automatiser tout ça. Premièrement, il y en a qui vous voient comme, OK, elle va nous retarder là. Moi, je n'ai pas le temps, elle vient me poser des questions. Donc, cette personne, elle vous voit comme un retardateur un peu. Il y en a d'autres qui risquent de vous voir comme vous venez couper le poste. Ce n'est pas votre faute, vous n'avez pas inventé le projet. Mais si on vous dit qu'il y avait des activités qui se font manuelles au niveau des opérations, quelqu'un qui rangeait les papiers, puis là, on va imager tous ces papiers. Ça nous prend un analyste d'affaires pour voir comment on va faire ce processus. Ou on va automatiser des activités. La personne qui les faisait, c'est lui, votre SMI, qui va vous dire qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Mais il faut trouver un moyen de le convaincre, de lui faire comprendre que vous n'êtes pas là pour couper son poste. Sans toutefois parler des côtés ressources humaines. Ce n'est pas à vous. Voyez-vous, c'est délicat. Je ne peux pas commencer à dire, Nadège, je sais que tu faisais ça, mais là, je vais les automatiser. Mais si je les automatise, tu ne pourras pas le faire. T'inquiète pas, tu vas perdre l'emploi. Ce n'est pas à vous, analyste d'affaires, de commencer à gérer ça. Sauf que les gens avec qui vous travaillez, et ils le sentent, ils le savent, ils le sentent venir. Donc, c'est de trouver un équilibre quelque part. Si ces gens vous voient comme il va couper mon poste, il va me faire perdre mon poste, ou il me ralentit, me pose des questions, mais c'est eux qui vont parler à votre gestionnaire lors de l'évaluation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit se mettre sur mute. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que ces personnes, des fois, c'est eux qui vont parler à votre gestionnaire. Et des fois, l'information arrive un peu, je ne dirais pas biaisée, mais ça dépend. C'est subjectif. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, les analystes d'affaires qui commencent ou ceux que je coach, c'est le point que je travaille souvent avec eux. Parce que des fois, ils disent, ben j'étais dans tel département, ils ne m'aiment pas. C'est pas qu'ils ne t'aiment pas. Ou je travaille avec telle personne, il ne veut pas me donner l'info. Je vous donne un exemple concret que moi j'ai vécu. Je travaillais sur les chèques certifiés. C'est les chèques certifiés, c'est les chèques dans le passé là. Ceux qui sont jeunes, peut-être que vous ne connaissez pas les chèques.
certifié, ça garantissait que remonta era. Genre, je dois 30 000 à Nadège, je le certifie, ça veut dire que la banque va bloquer son montant. Dans le passé, on prenait un chèque de 30 000, on mettait des trous. C'est pour s'assurer que je ne vais pas l'utiliser. Il est certifié, il est collé. Et là, on a commencé à imager les chèques. J'étais dans ce projet. Et quand on imageait les chèques, on trouvait une solution parce que dès qu'il y a des trous, le système ne le lisait pas comme il faut. Et là, on s'est dit, OK, comment on va faire? Moi, j'ai travaillé là-dessus. Et là, dans ce cas-là, il fallait que je trouve un moyen. Bref, je vais y revenir plus tard, cet exemple. La solution qu'on a optée, c'était d'annuler les chèques. Parce que avec le temps, avec les technologies, on en utilisait moins. Mais moi, je devais travailler avec la directrice des chèques, la responsable. La personne ne donnait pas l'info du tout. Et je me disais, mais pourquoi elle ne répond pas? Pourquoi? J'étais parlé à un coach, ça c'est l'autre point. C'était mon gestionnaire et ressources humaines, mais en même temps, c'était mon coach. Je lui dis, écoute, je ne comprends pas, je travaille avec quelqu'un, je lui écris, il ne répond pas. Il m'a dit, médiatrice, on comprend, ton business, c'est bon, le point important, mais c'est quoi ton objectif? Je dis, mon objectif, c'est que le projet avance, puis que là, on approuve ça, qu'on arrive à l'échec, comme ça, le projet n'a pas développé quelque chose qui est sujet à disparaître. Il m'a dit, c'est bien. Et c'est quoi l'objectif de la directrice d'échec certifiée? Et là, je dis, mais c'est d'améliorer dans son équipe, d'enlever les choses qui ne fonctionnent pas. Il me dit, et qu'est-ce que lui va faire après? Il dit, lui, son objectif, il essaie de sauver son poste. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Il n'a rien contre toi. Mais vous n'avez pas le même objectif dans le même projet. Donc, c'est là où, donc, imaginez cette personne parler à mon gestionnaire ou comment elle m'a perçu. C'est le fait de perdre son poste, ça bloquait tous les éléments qui venaient du projet. Est-ce que ça va? Vous me suivez? Donc, c'est là. Oui, vas-y, Charles. Ah non, pas du tout, je vous suis. Attentivement, j'allais dire. OK. Donc, voyez-vous, c'est là où je voudrais vous montrer que des fois, dans son métier d'analyste, on a des fois les enjeux qui sont sujets à des perceptions, qui sont sujets à d'autres éléments. Et c'est très, très important. Ce n'est pas juste de savoir comment prendre des requis, comment les documenter, comment faire les rencontres. Donc, il y a plein d'éléments en arrière. Donc, pour moi, c'est les deux catégories dans ce que j'appelle j'aime, parce que je ne veux pas dire et enjeux, que je trouve qui sont importants. Quelqu'un d'autre, il va vous dire le contraire. Il va vous dire, moi, l'apprentissage continu, je trouve ça lourd. Ça dépend des individus. C'est pour ça que je vous dis, je vous donne mon expérience, mais si vous parlez à quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit n'est pas bon, ce que moi j'ai dit n'est pas bon. C'est ça. Si vous me permettez, là, je pourrais intervenir, médiatrice? Oui, vas-y. D'accord. Alors, prenons toujours l'exemple sur ce cas édifiant que vous venez de nous citer là, concernant le responsable, la responsable du département des chèques certifiés qui, a priori, au vu des améliorations que vous aurez pu proposer dans son département, allait avoir son poste pour son département peut-être disparaître, à commencer plus ou moins à reculer. Est-ce que ce type de situation j'allais dire, ne nous amène pas à pouvoir identifier certaines qualités que devraient avoir des business analysts? Oui. Là-dessus, vous avez un point. Oui, au fait, c'est en vivant ces expériences qu'on réalise les choses. Dans cet exemple que je donne, j'avais bien saisi les requis, j'avais les chiffres, j'avais tout ce qu'il faut. Mais j'avais un blocage devant moi. Mais l'individu, moi, dans mon expérience, si ça m'arrive aujourd'hui, peut-être que j'aurai un exemple vécu qui va m'aider, mais ça vous apprend à travailler. Je peux répondre avec comment on a résolu ce problème. La personne qui m'a dit, OK, au lieu que ce soit toi qui présente le dossier comme quoi tu as découvert qu'il faut éliminer l'échec, on va lui donner le crédit. On a parlé à la même directrice, on lui a dit que on ne pourra pas automatiser. C'est ce qu'on lui a dit. Nous, on ne pourra pas l'automatiser comme projet. Si vous voulez aller dorénavant, ça coûte, je donne un chiffre bidon là au hasard, mais c'était un gros chiffre à l'époque, ça coûte 1 million.
nous, on va dire qu'avec les chiffres qu'on a, avec le business qu'on a, le business case qu'on a, le projet ne va pas payer. À vous d'aller voir votre VP, votre département payer. Par contre, si vous montrez à votre VP que vous savez ce qui se passe dans le département, que vous voyez les choses disparaître, que vous le proposez, ça pourra bien passer. Mais elle est allée vendre l'idée comme en état son idée. Et là, elle est devenue notre alliée parce qu'elle a eu des fleurs venant d'en haut qu'elle a sauvé, je donne un chiffre au hasard là, qu'elle a sauvé genre 2 millions par année à la banque. Ça revenait son crédit. Aujourd'hui, avec mon expérience, si je tombe sur une personne comme ça, je sais que j'irai la chercher par d'autres moyens. Ce n'est pas parce que je suis notaire requis, pas parce que je suis fait les rencontres. Je sais comment je vais aller travailler avec cette personne, la rassurer, parce qu'en allant se présenter dans sa direction, à son VP, à son, je ne sais pas s'il y a eu en haut, on l'a vu comme une personne créative. Et elle n'a pas perdu son poste. De toutes les façons, je ne pense pas qu'elle allait perdre son poste. Son poste était garanti parce qu'elle est devenue comme quelqu'un qui innove, qui sauve l'argent. Voyez-vous, versus que quelqu'un arrive en dessous en disant, ce qu'un Nadège fait n'est pas bon, regardez. Voyez-vous la nuance? Mais ça ne solide pas d'arrêt requis, ça ne solide pas mais c'est très important. On peut carrément manquer un projet à cause d'un élément comme ça. Et je vais ajouter, je me rappelle lorsque nous avions commencé les cours de business analyst, il y avait notre professeur de business process management. Il nous disait toujours, la première qualité d'un business analyst et la seule qu'il doit avoir, c'est la communication. Oui. Donc, je pense que c'est cette qualité-là pour répondre à Charles, c'est la communication. C'est très important au début, pendant et après le projet. Oui. Et on va y revenir là en bas aussi. On va voir que si les soft skills. Hier, je parlais à Nadège, je dis, c'est quoi les soft skills? J'ai oublié de regoogler pour voir. Bon, Parce que vous allez voir que c'est... Oui, vas-y. J'ai vérifié, c'est les aptitudes comportementales. Bon, c'est ce que Google m'a dit, hein, mais bon, on a l'habitude d'utiliser le terme soft skills. Donc, je me dis, On va garder le soft skills. On va garder le soft skills aujourd'hui. Parce que, justement, Nadège, pour revenir à ton point et répondre à Charles, les soft skills, c'est très important. Vous allez le voir en bas dans les points qui vont arriver. Sans souci. Donc, je ne pense pas que je vous apprends rien de nouveau en vous disant que c'est un métier qui est en demande. Par contre, le point que je vais insister ici, ça se présente sous plusieurs formes. Il y a des départements qui commencent à dire « Ah, on ne veut plus d'OBA, on ne veut plus d'analyste d'affaires, on veut un PO, un Product Owner. » D'accord, on a un projet, on a un Product Owner, un propriétaire de produit, c'est surtout dans les méthodologies agiles. Le propriétaire de produit, lui, il va prioriser ses affaires, il va dire on va commencer par éliminer ci, au numéro 2, on va faire ci, numéro 3, on va faire ça. Le développeur, lui, il va développer ce qu'on va lui donner. L'architecte, il va faire la solution. C'est ce que le propriétaire de produit va lui donner. L'analyse d'impact ou les besoins détaillés, qui va les faire? Soit le product owner, le propriétaire de produit, il est moitié product owner, analyste d'affaires, c'est lui qui les fait. Ou l'analyse fonctionnelle, il n'est pas vraiment très technique. Il faut qu'il couvre ces termes. Sinon, c'est un gap, c'est un trou là énorme. Je le vois dans plein de projets. Donc, quand vous voyez les projets ou les départements où on dit on n'a pas besoin d'analyste d'affaires, posez des questions. Qui fait ça? C'est quoi le type d'analyse fonctionnelle que vous embauchez? Parce que des fois, c'est l'analyse fonctionnelle qui fait 75% d'analyste d'affaires et le reste. Donc, ne soyez pas limité par le fait qu'il n'y a pas le titre. Essayez de comprendre qu'est-ce qui se fait. Parce que autant quelqu'un peut être appelé analyste de système, analyste de programme, mais au finish, c'est l'analyste d'affaires. Moi, je crois à l'idée que le métier est en demande. Il va toujours... Le point que j'ai noté ici, tous les projets qui se font, on améliore quelque chose. Et derrière ce qu'il y a un besoin, il y a un requis, il y a quelque chose. Mais ça prend un analyste d'affaires. Appellerez un analyste d'affaires ou quelqu'un d'autre, mais ça prend ça. Quand vous améliorez les processus, peu importe le département, à la banque, comptabilité, ailleurs, c'est toujours le métier d'analyste d'affaires.
même quand vous appliquez à un poste ou dans un département ou ailleurs, lisez qu'est-ce qu'ils veulent. Des fois, le titre en haut, ça dit autre chose, mais essayez de lire les descriptions. Vous allez voir que c'est des fois un analyste d'affaires qu'on cherche. L'autre avantage, c'est qu'il est reconnu et je vous recommande fortement d'être certifié si vous pouvez, parce que c'est comme un premier triage. Quand les compagnies passent des entrevues pour 30 BA, s'ils n'ont pas le temps, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont choisir ceux qui sont certifiés. Au moins, c'est comme une étape de plus de dire je suis un vrai analyste d'affaires. Puis, c'est les exemples que je vous ai donnés, travailler dans les différents départements. Si vous êtes dans une compagnie et que vous êtes analyste d'affaires et que vous avez vu 5 ou 6 départements, souvent vous êtes mieux placé que la majorité des gens pour avoir un poste X parce que vous avez une vue que les autres n'ont pas. C'est sûr que ça vient avec votre personnalité. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai été BA dans 5 ou 6, je peux appliquer à ça, mais c'est toujours un avantage, personnellement, moi, je trouve. C'est bon? Et là, c'est bien beau de dire, vous me voyez là, je suis excitée quand je parle analyste d'affaires. Ouais, le métier, je l'aime, je le fais. Même maintenant que j'ai plus le titre, mais crois-moi que je le fais pareil parce que ça me passionne, j'aime ça. C'est quoi les trucs et astuces pour y rester? Il faut Médiatrice, oui? je ne te coupe pas la parole, mais on a une question. Oui, Donc, vas-y. il y a Marcel qui aimerait savoir quelles sont les certifications nécessaires pour être billet. Quel type de certification nécessaire? Oui. Ça dépend parce que dans les certifications, on pourra s'en parler en long à large. D'habitude, au contraire, je fais plus de conférences sur les certifications. Il y a plusieurs certifications. Je ne vais pas réciter tous ou rentrer en détail, mais il faut savoir que dans les certifications, il y a des prérequis. Par exemple, si je prends le CEBAP, il y a un minimum d'heures, je pense 7500 heures qu'il faut avoir fait comme analyste d'affaires. Il y en a qui, c'est pour les gens qui commencent. Maintenant, ils en ont même ajouté pour les données, pour l'agilité. Il y en a, c'est toute une panoplie. Allez-y sur le site de IBA. Il y a toutes les conditions puis les prérequis qui sont exigés. Par contre, ce que je peux vous donner comme information ici, c'est que imaginez que quelqu'un a été analyste longtemps. Je pense que tantôt, c'est Charles qui parlait. Dans ce que tu fais dans ton département, même si tu n'es pas appelé analyste d'affaires, si c'est toi qui revois les processus, si c'est toi qui révises les choses, oui, tu n'as pas le titre d'analyste d'affaires ou tu ne l'as pas eu depuis 10 ans, mais tu fais des activités d'analyste d'affaires. Donc, il y a les gens qui viennent me voir en me disant, ben, médiatrice, je voulais me faire certifier. Je donne un exemple, CEBAP. Ça fait 10 ans que je travaille ici ou ça fait 12 ans, mais je n'ai pas assez d'heures parce que ça fait 2 ans que je suis analyste d'affaires. Et souvent, en m'assoyant avec la personne, on réalise que tout le long, c'est comme moi quand je parlais de mon première expérience, la personne le refaisait. Donc, il y a moyen d'utiliser ces heures, même si vous n'avez pas eu le titre. S'il y en a qui veulent se faire certifier, on pourra se parler une autre fois. Mais encore une fois, ne soyez pas bloqués par le titre que vous portiez dans le passé. Il se pourrait que vous faisiez les activités d'analyste d'affaires tout en n'étant pas dans la profession, dans le rôle d'analyste d'affaires. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, vous faites les choses d'analyste d'affaires, mais votre titre n'est pas analyste d'affaires. Mais ça vous donne le crédit pareil de vous faire certifier parce que vous avez fait des activités. C'est bon? Donc, les trucs et astuces. Il y en a qui se disent, ah, je commence par où? Ça bouillonne dans la tête. Là. Moi, là, je n'ai pas fait la formation d'analyste d'affaires, ça fait 5 ans que je travaille, ou j'ai fait la formation, mais là, on ne te forme pas analyste d'affaires, c'est Nadège, quand tu as fait la formation, on ne t'a pas dit, on te forme analyste d'affaires dans le domaine commercial ou dans le domaine de vente. On te forme analyste d'affaires. Mais une fois tu sors de là, tu vas où? Ce n'est pas comme quelqu'un qui est infirmier qui se fait former pour aller travailler à l'hôpital. Lui, c'est en sortant de l'école, il va aller à l'hôpital. Mais analyste d'affaires, quand vous sortez, vous allez où? C'est la question qui se pose. Y a-t-il une recette? Cette question, je l'aime parce que si vous parlez à quelqu'un d'autre, il y en a qui vont vous dire, ah, moi j'ai commencé, j'étais SMI, comme je vous ai dit, dans les opérations, quelqu'un qui se connaît, après, oups, qui t'en transforme.
Il y en a d'autres qui sont vraiment appliqués. Il y en a d'autres qui, comme moi, sont passés par le papillon. Il y en a d'autres qui sont comme des caméléons. Ils ne le faisaient pas, ils n'ont pas su. Mon point, c'est de dire, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas dire, oh, ce métier-là, il est un peu ambigu. Je ne sais pas où est-ce que je vais l'appliquer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on demande. C'est pas comme, je reviens à l'exemple de comptabilité, j'aime bien la comptabilité, je ne sais pas pourquoi. C'est pas comme la comptabilité, on m'a appris comment refaire, je vais demander, ou je suis infirmier, je vais refaire. Il ne faut pas lâcher. Il y a toujours les moyens pour le faire. Mais ici, je vais plus m'adresser à ceux qui le font déjà. J'imagine, je ne sais pas, je pense que la majorité déjà vous le faites dans différents trucs. Je vais vous donner les trucs que moi, c'est pas que j'utilise, qui m'aident pour y exceller. Pourquoi je prends pour acquis que si vous avez déjà fait un pas, vous êtes déjà rendu là, maintenant c'est comment vous allez exceller après, comment vous allez vous améliorer, comment vous allez changer, comment vous allez aller dans les départements différents. La première chose, je pensais que je l'animais. La première chose ici, là, il faut aimer le changement. Un analyste d'affaires ne peut pas dire, je vais être analyste d'affaires dans mon département et je fais la même chose. C'est impossible. Le processus n'est jamais le même. C'est un processus, même le même processus change. Donc, ça ne peut pas être le même. Le département change, le projet change, l'équipe de projet change. Il faut aimer le changement. Moi, c'est sûr que avoir une zone de confort, ça plaît à tout le monde. Mais dites-vous qu'un changement, c'est jamais mauvais. C'est un moyen d'apprendre, c'est un moyen de voir autre chose. Si vous êtes un analyste d'affaires, mettez-le dans votre tête. Même dites-vous des fois, qu'est-ce que je dois changer? Donc, il faut aimer le changement si vous voulez être un bon analyste d'affaires, parce que ça va changer, c'est sûr et certain. L'autre élément, soyez curieux. Parce que c'est le seul moyen qui va vous aider à comprendre le besoin du client. C'est le client, il va vous dire, je veux une maison. Je prends un exemple que tout le monde peut comprendre. Une maison de 3 chambres. Mais c'est quoi une maison de 3 chambres? Y a-t-il un double garage? Y a-t-il 2 chambres au même niveau? Y a-t-il un sous-sol? Y a-t-il 2 étages? C'est un château versus ma cabane à moi. Mais la phrase, une maison de 3 chambres, pour un analyste d'affaires, ça ne dit pas grand-chose. Poussez loin. Réseauter, surtout avec les autres analystes d'affaires. C'est bien beau la théorie, mais allez-y. Il y a des exemples, des cas vécus, comme je vous donne un exemple de mon cas de chèque certifié, par exemple. Mais les gens vivent d'autres expériences. Puis informez-vous, puis certifiez-vous, n'oubliez pas. Informez-vous, allez-y sur le forum, parce qu'il y a toujours, ça donne toujours des astuces à utiliser. Posez des questions. Ça, là, je l'adore. Posez des questions. L'autre, que je dis toujours, think out of the box. Ne vous fiez pas à l'information que vous avez. Si le client il va vous dire, moi, je veux ça. Je reviens à mon exemple. On nous avait dit de remplacer le chèque certifié. On ne nous a pas demandé de l'annuler, de l'éliminer. On nous avait dit de le remplacer, de trouver une solution informatique pour le remplacer. C'est de passer de image à le mettre de façon électronique. Mais nous, on est arrivé avec la recommandation on élimine carrément le chèque. Pourquoi? Parce qu'on réalisait que chaque année, on perdait comme 40% d'utilisation de chèque. Si le projet dure 2 ans, alors le temps que tu finisses ton projet, le chèque certifié n'existe même pas. Mais là, tu viens de mettre en place un système. Pourquoi? Donc, le client n'a pas toujours, c'est pas raison, là, je ne vais pas dire le mot raison. Le client, il a un besoin, mais aidez le client à clarifier son besoin. C'est un client qui va vous dire, je vais prendre un exemple que vous connaissez, vous pouvez comprendre. Je suis à Abidjan, je vais aller à Yamoussoukro. Je vais prendre un avion. Je dis, OK. Ça coûte combien un avion? Ça coûte, je ne sais pas, là, je manque les mots en francs, là, je dis 500 000 francs CFA. Je dis n'importe quoi, je ne sais même pas si c'est beaucoup, pas beaucoup. Posez-lui les questions. Pourquoi vous voulez prendre un avion? Oh, je ne sais pas moi, c'est loin. OK. Pourquoi vous y allez? S'il y a une urgence et qu'il a les moyens, genre quelqu'un il est à l'hôpital ou c'est un médecin qu'on a besoin, on peut comprendre. Oh, c'est parce que je vais y aller les week-ends, puis je ne sais pas.
Et 80%, ils vont vous dire, parce que Nadège, il va en avion. Dit, OK, est-ce que vous avez les moyens? Il va dire oui. Est-ce que vous y allez tout seul? Ah, je voudrais amener ma famille. Si vous avez 3 millions et que vous êtes 3, déjà, ça fait la moitié de votre budget est parti. Avez-vous pensé à utiliser une voiture? Il va te dire, je déteste conduire. OK. Avez-vous pensé au train? Je ne sais même pas s'il y a le train. Avez-vous pensé au train? Ah oui? Ben oui, parce que le train vous amène au centre-ville, puis en plus au train, vous n'avez rien à faire. Voyez-vous? Essayez d'aider la personne, mais peut-être qu'en le faisant comprendre que même en prenant l'avion, il faut qu'il se rende à l'aéroport, c'est 2 heures de plus, il faut en arrivant, il faut quitter l'aéroport. Déjà en sortant de l'aéroport avec la COVID, il faut attendre avec la distanciation. Tu vas perdre 5 heures de plus. Finalement, vous ne sauvez pas le temps en ira en avion parce que tous les préparatifs d'arriver à l'aéroport, de sortir de l'aéroport, arriver à l'autre aéroport, sortir à l'autre aéroport, vous perdez plus de temps alors que l'avion, vous pensiez que ça va vite. Voyez-vous? Mais lui, il voyait l'avion pour aller vite. Mais au finish, il ne va pas y arriver plus tôt, en plus de payer plus cher. Donc, le client, il a besoin d'aide des fois. N'ayez pas peur. Ce n'est pas le challenger dans le sens de dire si tu as raison ou tu as tort. Non, essayez de l'aider. L'autre élément, c'est les soft skills. Les quoi encore? Les aptitudes comportementales. C'est très, très, très important. Parce que quand vous faites vos ateliers, des fois, dans les ateliers, on a des personnes, celui qui paraît plus fort, celui qui est plus éloquent, n'est pas nécessairement celui qui a la réponse, qui a la réponse à vos questions. Mais il se pourrait que la réponse que vous cherchez dans votre processus que vous analysez, la personne qui est là, c'est celui qui est assis dans le coin, qui n'ouvre jamais la bouche parce que soit il est gêné. Donc, ça vous prend les soft skills de dire, OK, qu'est-ce que je remarque dans la salle? Et posez-vous la question de ce que j'ai vécu dans mon exemple de chèque certifié. C'est quoi les objectifs des gens qui sont assis autour de la table? Peut-être que vous avez l'objectif d'avoir vos requis, d'aller changer votre processus. C'est bien. Mais les gens qui sont autour de la table, et ils sont là pourquoi? Est-ce qu'ils sont tous go, 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 on va faire un beau projet, ou il y en a qui disent son projet va ralentir le mien, je ne vais pas l'aider. Donc, quand vous avez les gens autour de la table, observez-les, posez-vous des questions, puis soyez assez subtil pour réutiliser, pas dans le mauvais sens de manipulation. Si je vois que, je ne sais pas, Charles ne parle pas beaucoup, Nadège, on dirait qu'ils se connaissent, peut-être que Nadège fait le convaincre, est-ce qu'ils sont dans le même département? Ou parler aux gens à côté. Moi, ça m'arrive souvent de sortir de la salle, de dire, hey, Jude, excuse-moi, dans la rencontre, on était tantôt là, j'avais une petite question, parce que tu vois que la personne est là info, mais peut-être qu'il est gêné. Et là, tu lui parles à côté, vous allez voir, vous allez avoir toutes les infos, sans toutefois que la personne soit mise devant les estrades qu'il n'aimait pas. Et ici, là, posez des questions. Toutes sortes de questions. Pourquoi? Quand? Combien? Posez-les. Ne vous fiez pas à on veut aller vite, c'est ça qu'on veut. OK. Allez-y au-delà, posez des questions et écoutez plus. N'essayez pas de, chaque fois que le client parle, vous aussi vous parlez parce que vous n'aurez pas tout ce que vous cherchez comme info. Il y a deux autres éléments ici. N'essayez pas d'avoir qui a raison, qui a tort. Vous n'êtes pas dans le projet vous n'êtes pas le juge. Ce n'est pas vous qui payez le budget, ce n'est pas vous qui réalisez le projet. Vous êtes là pour trouver l'équilibre. Le client, il veut qu'on lui fabrique une voiture qui vole. L'équipe de projet dit qu'ils n'ont pas de technologie pour le faire. Lui, il insiste, il dit qu'il a l'argent. L'équipe dit qu'il n'a pas de technologie. Qui a raison, qui a tort? Vous ne pouvez pas dire, je représente le client, il veut son produit, il veut sa voiture qui vole. Et il revient dans 5 semaines. Peut-être qu'il aura dans 20 ans. Fine. Mais entre-temps, c'est de dire, OK, monsieur le client, la voiture qui vole en 2020, en 2021, est-ce qu'on ne peut pas vous faire peut-être une Ferrari, ça ferait l'affaire, ça va vite, vous allez avoir la sensation de voler. Mais essayez de trouver l'équilibre. De la même façon, si le client dit je veux telle chose et que l'équipe de projet est en retard, il commence à couper les bouts, essayez de revenir à l'équipe de dire le client, il le veut absolument comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que peut-être qu'ils veulent sauver le budget, ils veulent camoufler. Il faut toujours, vous êtes là pour trouver l'équilibre entre l'équipe de développement,
si vous n'êtes pas dans le cadre de processus, et le client. Et souvent, ça sort comme il faut si vous faites l'équilibre. Et communiquer. Si je reviens à mon exemple, si l'équipe ne peut pas faire le produit que le client veut, allez-y lui dire. N'essayez pas vous-même de trouver la solution. Ce n'est pas votre produit, ce n'est pas vous qui avez la décision finale. Si l'équipe de projet a dépassé le budget, allez-y le dire. Ce n'est pas à vous de dire normalement le terme de budget, mais dites-lui pourquoi on ne parvient pas à faire. Communiquer le plus tôt, c'est important. Que ce soit la mauvaise ou la bonne nouvelle, communiquez. Mieux vaut que quelqu'un sache qu'on ne pourra pas le faire le premier jour. Et nous, il va l'apprendre la veille. Parce que si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez pas le faire, vous n'allez pas le deviner. Et ça va aider énormément. Donc, c'est ça les astuces que j'avais à vous partager. C'est les choses que j'utilise tout le temps. Chaque fois, je m'en rappelle, je me dis, OK, combien est-ce que j'ai vérifié? Est-ce que j'ai communiqué? Est-ce que je n'essaie pas de juger, de dire qu'il y a raison, qu'il y a tort? Non, ce n'est pas mon objectif. Est-ce que j'ai remarqué ce qui peut m'aider dans la salle? Est-ce que je me suis posé la question pourquoi on le fait? C'est toujours, et vous allez voir avec Sarah, vous allez être impeccable comme Béa. D'un projet à l'autre, ils vont dire, ah, on veut Nadège, on veut Jude, parce qu'ils ont remarqué que quand vous arrivez, vous faites ce qu'il faut, puis ils sont au courant. La pire des choses, comme disait Nadège, c'est de ne pas savoir. Donc, c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Ici, voyez-vous, à la ligne 4, je disais améliorer vos soft skills. Et là, j'ajoute le mot, je dis, surtout votre sixième sens. Je ne sais pas comment je peux vous le dire. Sentez-le. Comme je vous donnais cet exemple, quand vous faites les requis, essayez de voir, est-ce que la personne m'a donné tout l'info? Est-ce que celui qui parle, c'est just feel it. En français, on dirait qu'en anglais, ça se dit comme facilement. Là. Essayez de le sentir dans la salle. Quand vous faites quelque chose, vous posez la question, comment savoir si vous avez la bonne réponse? En français, on va dire peut-être faites confiance à votre intuition. C'est ça. Oui, exact. Donc, c'est tout. Avez-vous des questions, des commentaires? Est-ce que ça vous parle, ça vous aide? J'aurai d'autres. Bonsoir, je sais pas si je peux parler. Honora Yapo. Oui, vas-y. Allô? Oui. Bonsoir. Alors, moi c'est le métier de BA, en fait, c'est une curiosité pour moi parce que, en fait, j'ai un parcours assez, j'ai envie de dire, carambolé. Je suis à la base ingénieur en informatique et aujourd'hui, je suis commercial. Purement commercial, je ne touche plus à rien, je ne code plus, je ne touche plus au système, mais je propose des solutions métiers, donc de type ERP à des entreprises. OK? Et à un moment donné, j'ai vu que il était plus facile pour moi de vendre à l'époque de la technologie, c'est-à-dire de parler de bases de données, de parler de plateformes et tout. Et mes interlocuteurs, c'était plutôt des IT comme moi, il n'y avait pas de souci. Mais là, on me demande de parler aux financiers, on me demande de parler aux project managers, en fait, des métiers que je ne connais pas. Donc, comment est-ce que je conseille quelqu'un dans un métier que je ne connais pas? Comment est-ce que je sais, ou comment est-ce que j'arrive à feel it, que ma solution va véritablement matcher avec leurs besoins? Donc, c'est un peu dans mes recherches, etc., j'ai vu que j'avais besoin de skills, au fait, de business analyst quelque part pour arriver, parce que dans l'approche, l'idée n'est pas d'être finalement expert dans le métier, mais c'est de savoir peut-être questionner, de savoir comprendre les challenges, comprendre le besoin, comprendre la solution recherchée, comprendre. Et c'est un peu à partir de ce recueil d'informations-là qu'on arrive finalement à designer ou à proposer une solution à partir de ce que je sais de mon produit. Donc, ça, c'était le premier point pour moi. Et pourquoi est-ce que en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un chapitre de business analyst, j'ai sauté dessus parce que je cherchais une formation, en fait, pour apprendre ces skills-là. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est par trajectoire de carrière, après ce que j'ai fait, j'ai voulu peut-être aller entrer après dans un cabinet de conseil, en fait.
entrer dans un cabinet de conseil et finalement, je me suis dit que ces compétences allaient peut-être aussi m'aider à, je veux dire, dans le conseil, pouvoir travailler dans une équipe de conseil, métier, etc. Et c'est quelque chose qui commence à me passionner et raison pour laquelle, en fait, je suis participant. Donc, ma question, en fait, c'est which next step do you advise? Comment à partir de où j'en suis là, comment est-ce que j'arrive en gros, à fulfill mon rêve, en fait, de pouvoir être quelqu'un qui aide les entreprises à solutionner leurs problèmes, peu importe que ce soit avec un ERP ou une solution technologique ou voilà. Donc, En gros, comment voici un peu mon tu vas parcours. être un bon analyste d'affaires, c'est ça? Exactly. OK. OK. Au fait, je pense que si je prends ton exemple, je peux me tromper. Je vais juste te répondre selon mes compétences et mes connaissances. Si tu as été quelqu'un qui était dans le technique, peut-être, je ne dirais pas longtemps, je ne sais pas, mais des fois, ça nous joue des tours parce qu'on est habitué à recevoir les commandes puis à les produire, à les exécuter, disons-les comme ça. Parce que j'ai déjà vu les gens qui sont passés là, puis moi, je suis passée par là. Après, quand tu commences à vendre les ERP, comme tu m'as dit, oui, ça prend des soft skills parce que ce n'est plus toi qui exécutes ce qu'on... Si la personne te dit, je vais fabriquer un écran qui est bleu, je cherche un exemple qui peut t'aider là. Il faut aller voir la personne qui a émis cette commande. Mais il faut y aller pas en mode solution. Il ne faut pas que tu arrives avec une solution. Il faut y aller, juste l'écouter. Oublie que tu sais comment ça se fait. Oublie que tu sais ce qu'il va refaire. Pose-lui la question, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et pourquoi ils en ont besoin? Surtout le pourquoi. Le mot pourquoi, là, quelque part, j'ai mis le why. C'est très, très important. Si une personne vous répond pourquoi il a besoin de quelque chose, vous allez comprendre qu'est-ce que ça lui prend. Des solutions vanille, ce qu'on appelle la solution vanille ou le paracétamol en Afrique, c'est le paracétamol, ici c'est un Tylenol. C'est le genre générique qui guérit tout. Ça ne marche pas à 100% tout le temps parce qu'il y en a qui ont des questions pointues. Donc, si vous avez dans le sens d'aller voir le client à qui vous voulez vendre un ERP, il y a deux catégories. Des fois, vous avez le ERP qui est déjà développé. Vous allez proposer cette solution, essayer de le convaincre que ça va l'aider. Ça, c'est votre paracétamol qu'on amène en disant si tu reprends, ça va diminuer les maux de tête. Mais il y a une autre option de dire, est-ce que lui, il a un problème? Oui, il a mal à la tête, mais son maux de tête est dû au fait qu'il s'est brisé le bras. Et là, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme solution? Là, je n'ai pas saisi lequel de deux, si c'est vous qui avez une solution, vous la vendez, ou si quelqu'un vous parle, après vous concevez une solution. Mais dans les deux cas, ça ne va pas. Il faut comprendre c'est quoi son besoin. Parce que des fois, les compagnies qui vendent aussi, le besoin du client ne correspond pas nécessairement au produit qu'on a, mais c'est la vente. On s'entend, l'objectif, c'est de vendre plus. Mais si vous êtes entre les deux, je vous recommande de comprendre le besoin, puis d'essayer de voir aussi dans ce qu'on offre, à quel pourcentage on peut répondre à son besoin. Peut-être que vous allez développer le gap qui manque. En termes de carrière, le par après, si vous voulez vous diriger vers le métier d'analyste d'affaires ou faire de la consultation, il y a deux façons. Il y en a qui peuvent être analystes d'affaires puis rester génériques, et il y en a qui se spécialisent dans un ERP comme SAP, mais eux, ils vont vraiment conseiller quelqu'un dans le SAP. Et là, ça prend que vous maîtrisez SAP, vous le suiviez, vous regardez les évolutions, les mises à jour qui se font, parce qu'il faut toujours que vous soyez à l'aise de dire, ah, SAP, il fait ça, on a ajouté ça dans SAP. Mais dans tous les cas, pour convaincre un client, si moi, tu viens me vendre quelque chose, tu me dis, médiatrice, c'est beau cette voiture, ça te va? Oui, elle peut être rose. Tu vas dire, elle est rose, elle va aimer ça. Oui, mais peut-être qu'elle a 2 places alors que j'ai 5 enfants. Si tu as compris que j'ai 5 enfants, je roule 1000 km tous les jours parce que je vais je ne sais pas où, peut-être que ce n'est pas cette voiture à 2 places, peut-être même celle décapotable qui va me plaire. Je ne sais pas si tu me suis. Donc, la compréhension du besoin du client est très importante. Et au niveau de carrière, c'est soit vous devenez générique, vous allez poser des questions et déjà vous les aider, ou vous représentez un ERP spécifique. Mais là, ça prend que vous maîtrisez le ERP et vous le suiviez, que son développement et tout ce qu'il peut faire.
Est-ce que je D'accord. réponds à ta question? C'est instructif.